Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de s'intéresser à Photoshop et de répondre à la question pourquoi Photoshop fait-il peur? Et on va s'apercevoir que il faut pas en avoir vraiment peur. Effectivement, quand on lance pour la première fois Photoshop, on peut avoir un petit peu peur du logiciel parce que il y a beaucoup de choix, beaucoup de menus et on ne sait pas trop par où commencer. Mais il faut tout simplement se dire que Photoshop, c'est une boîte à outils et que à mon avis, on n'a pas forcément peur, pour reprendre l'analogie, d'une boîte à outils où dedans il y a un marteau, des tournevis, des pinces. On sait à peu près comment les utiliser, quelles fonctions ils vont avoir. C'est là-dessus qu'il faut s'appesantir aussi au niveau de Photoshop. C'est qu'il faut se dire que chaque outil qui est possible et qui existe dans Photoshop, et effectivement il y en a beaucoup, ont une fonction, une utilité. Il faut les connaître, il faut savoir qu'est-ce qu'ils font. Et après, le reste, ça va être de savoir les utiliser au bon moment. Comme un artisan sait utiliser le bon outil au bon moment pour faire la bonne action. Voilà, donc quand on arrive sur Photoshop, bon, on a cet écran-là, en règle générale. Donc là, j'ai vidé l'historique, mais bon, si vous avez déjà utilisé Photoshop, ici, vous allez avoir les fichiers récents que vous avez utilisés, modifiés, comme ça vous permettra de les lancer plus rapidement. Sinon, vous avez également quelques raccourcis par rapport à des formations, des tutos, pour en savoir un peu plus sur le logiciel. Et puis, bon, vous pouvez soit créer un nouveau fichier, soit en ouvrir un fichier existant, soit faire glisser une image par rapport à qui est présent sur votre ordinateur pour pouvoir commencer à la modifier. Photoshop, il faut dire aussi que c'est tout simplement le traitement des photographies et des documents sous forme bitmap, c'est-à-dire que chaque pixel va être traité indépendamment. Et donc, si vous voulez vraiment faire ce qu'on appelle du vectoriel, là, il faut plutôt vous rediriger vers Illustrator, qui est l'autre logiciel phare de la suite Adobe, qui nous permet de vraiment traiter tout ce qui est vectoriel. Donc ici, si vous cliquez sur nouveau fichier, il va vous proposer l'écran de sélection avec quelques éléments récents ou quelques éléments programmés pour pouvoir faire de la photo, pour pouvoir faire de l'impression, de l'illustration ou du web, et maintenant les mobiles et les films. Et donc vous voyez que vous avez vos différents choix habituels qui sont déjà programmés. Donc par exemple, film et vidéo, il vous propose du 1080p, 1920 par 1080. Et que propose aussi le 720, etc. Et vous avez la même chose pour le web, il va vous proposer les formats les plus courants, les formats grands, moyens, etc. Pour l'illustration, ça va être essentiellement la résolution de 300 pixels par pouce qui va être modifiée, puis vous allez avoir des formats plus ou moins courants, format carré, 1000 par 1000, 2000 par 2000. L'impression également, donc en 300 pixels par pouce, et puis avec des formats classiques A4, lettres, etc. Et la photo, le format là aussi, qui sont des formats classiques, format Photoshop par défaut, paysage, paysage 15 par 10, 13 par 9, etc. Et puis les récents, quand vous avez ceux que vous utilisez les plus couramment, et ceux que vous avez utilisés récemment. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre choix, tout simplement vous cliquez sur créer et ça va vous ouvrir un document vierge. Et si je vais faire également l'ouverture d'un fichier en glisser-déposer, vous voyez, c'est marqué ici, faites glisser une image, sélectionnez un fichier sur votre ordinateur. Donc si je prends une image sur mon ordinateur, que je la dépose, il va ouvrir le fichier qu'on aura sélectionné. Donc comme là c'est un fichier RAW issu d'un boîtier Sony, il va ouvrir Camera Raw dans un premier temps, sinon il aurait ouvert directement la photo dans Photoshop. Camera Raw, c'est le moteur qui permet de modifier les fichiers RAW, que ce soit dans Photoshop ou c'est le moteur aussi qui est derrière la couche logicielle, l'interface de Lightroom. Et donc vous pouvez faire quelques modifications ici déjà pour pouvoir retoucher un petit peu l'image telle que vous voulez l'améliorer. Et une fois que vous avez fait ces modifications là, après vous allez pouvoir directement faire le traitement dans Photoshop. Donc, je fais un traitement très rapide et puis après derrière vous allez dans ouvrir.
Et donc ça va vous ouvrir l'image dans la fenêtre de Photoshop et avec les outils de Photoshop. Alors oui, ben, c'est là que ça fait peur, effectivement, quand quand on crée un nouveau document ou quand on se sert d'un fichier existant, on a énormément de menus un peu partout, on a les menus tout en haut, on a les menus sur le côté qui nous permettent d'avoir les différents outils. Vous voyez que quand même il y a l'aide qui s'est largement améliorée puisque vous avez maintenant une aide visuelle que vous pouvez conserver ou pas qui vous dit à quoi va servir l'outil qui est sous la souris. C'est assez clair, hein, vous voyez, c'est même très imagé et ça vous permet de savoir rapidement à quoi ça va servir. Vous avez pour chaque outil sélectionné, ben, vous avez un menu ici contextuel, donc il va avoir des options qui sont différentes en fonction de l'outil sélectionné. Vous avez sur la droite encore d'autres informations. Ici, par exemple, les couleurs, les nuanciers, les dégradés, les motifs. En dessous, vous avez les propriétés par rapport à l'objet sélectionné, les différents réglages et la bibliothèque par rapport à si vous passez des documents dans les bibliothèques pour pouvoir passer entre les différents logiciels d'Adobe. Et puis après, vous avez ici, ce qui est fondamental dans Photoshop, la notion de calque, avec pour l'instant ici, on n'a que la photo qu'on vient d'ouvrir qui est en arrière-plan. Vous voyez un cadenas ici. Le cadenas fait que que le calque est partiellement verrouillé et qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi comme modification dessus. Mais il suffit de double-cliquer pour lever le cadenas et pour avoir la possibilité de faire toutes les modifications. Et tout en bas, vous avez encore un menu très important qui va vous permettre de sélectionner pas mal de choses. Donc il va vous permettre d'avoir différentes options de fusion, différents masquages, le fait de remplir, de créer un calque de remplissage ou de réglage. C'est ça qui va nous permettre par exemple de toucher à l'exposition, aux courbes, au niveau, de mettre en noir et blanc, de toucher à la balance des couleurs. Ici c'est pour pouvoir faire des groupes, pour pouvoir relier entre les différents calques, les grouper. Si vous les sélectionnez comme ça, le groupe, vous le mettez sur la poubelle, ça vous les efface. Ensuite ici, ben, c'est pour rajouter des calques, hein. Vous pouvez mettre autant de calques que vous voulez. Et ensuite, ben, vous avez la possibilité d'effacer, donc de supprimer en fonction de l'objet sélectionné, de le mettre à la poubelle. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que comme c'est une boîte à outils, ben, vous n'avez pas de direction vraiment claire et d'un suivi. Si vous avez vu ma vidéo sur l'interface de Darktable, comment bien débuter sur Darktable, vous avez vu que le logiciel fonctionne plutôt avec d'abord sur la gauche on fait certaines actions, ensuite sur le centre on va faire la modification de l'image en elle-même, et puis sur la droite encore d'autres actions pour terminer par l'exportation. Ici il n'y a rien de tout ça parce qu'il n'y a pas d'ordre par rapport à ça, puisque vous avez cette image là, je peux très bien décider d'utiliser cet outil là d'abord et après de faire les modifications, etc. Donc ces actions-là, elles n'ont pas vraiment d'ordre. On fait un peu comme on désire. Je peux très bien dire, tiens, je vais prendre ici du texte et rajouter du texte, alors que bah, c'est un outil qui est plus bas dans la liste. Par contre, ils ont une certaine référence, une certaine logique, c'est-à-dire que d'abord ici, ils sont mis en place les outils qui permettent de faire de la sélection. Donc l'outil de déplacement nous permet de déplacer les sélections qu'on est en train d'utiliser. Ensuite, vous avez l'outil de sélection carré ou d'ellipse. Alors pour avoir l'ensemble de l'outil qui est sur le coin ici, ben, il faut vous passez la souris, ben, il vous met la petite aide ici. Vous indique que c'est l'outil de rectangle de sélection, mais si vous restez appuyé, il va vous donner les outils cachés, qui sont ici, par exemple, l'outil d'ellipse de sélection, et la lettre raccourcie M. Donc si vous voulez l'utiliser, ben, il faut appuyer sur M, et si vous appuyez plusieurs fois, ben, vous changez d'outil. Ensuite, donc, vous avez l'outil de lasso polygonal ou
l'outil lasso Toku, l'outil lasso magnétique, qui est une autre forme de sélection. Donc vous voyez, donc sélection rectangulaire ellipse, l'outil lasso. Ici, c'est l'outil qui nous permet de faire la sélection rapide ou la baguette magique. La baguette magique, c'est très utile quand vous avez des zones comme ça, comme ici le ciel. Vous savez que ça va être facilement sélectionnable par rapport à la nette séparation avec la colline. Et donc ça va permettre de sélectionner très rapidement toute une zone. Ensuite, donc vous avez toujours encore un outil de sélection. C'est l'outil rectangle. Là, cette fois-ci, on va toucher donc à l'ensemble de notre cadre. Et donc on va pouvoir recadrer, qui est de recadrage. Et donc conserver qu'une partie. Si par exemple, si je me dis que j'ai un peu trop de présence par rapport au vieux port et au bateau, je préfère recadrer plutôt comme ici pour avoir un peu plus le format 16 neuvième. Je peux me servir de cet outil-là. On voit ici une notion intéressante aussi, c'est que Photoshop, la plupart du temps, n'est pas destructif. Il conserve toujours, c'est-à-dire que même si j'utilise l'outil recadrage et que je fais un recadrage, on voit ici que la matière, elle n'est pas perdue. Elle est encore là, elle est encore présente. Et donc ça nous permet de pouvoir revenir dessus et de dire bon finalement c'est pas ça que je voulais, je veux ça comme recadrage. Ensuite vous avez au niveau de la pipette qui va vous permettre de sélectionner cette fois-ci des couleurs. Si vous voulez exactement la même couleur ici au niveau de la colline, récupérer le même vert, vous pouvez. Si vous voulez récupérer l'orange des toits, vous pouvez, l'orange marron des toits. Ensuite, vous avez l'outil de correcteur. Donc là, cette fois-ci, on rentre dans... On a vu les outils de sélection, maintenant on va voir les outils de correction. Donc on a ici l'outil de correcteur localisé. Et vous avez aussi l'outil correcteur. Donc vous avez l'outil correcteur localisé, comme je disais. Ensuite, un autre outil qui est l'outil correcteur, pour réparer les imperfections. En fait, on peint avec, comme c'est indiqué, avec les pixels d'une autre partie de l'image. On a l'outil pièce, où carrément vous sélectionnez toute une partie de l'image. Et là, vous allez voir que si vous vous déplacez, vous déplacez avec les pixels qui sont à côté ici, avec l'autre. Forcément, si vous relâchez ici avec le bateau, ça va faire n'importe quoi. C'est tout à fait logique, parce qu'on a essayé de corriger toute une zone avec une autre zone qui n'a rien à voir. Mais par contre, si vous faites ça de façon un peu subtile, forcément, vous allez vous retrouver avec la possibilité de faire des modifications, des corrections. Si vous vous dites, là, ici, ça ne me va pas, j'ai une partie qui ne me plaît pas, là. Vous sélectionnez cette partie-là, vous vous déplacez, et comme ici, on est dans du nuage, forcément, si vous faites le avant-après, vous vous retrouvez avec la correction faite, et c'est très difficile, même pour un œil averti, de s'apercevoir qu'il y a une modification qui a été faite, une correction. Après, vous avez l'outil de déplacement. Ensuite, ici, vous avez l'outil pinceau. Là, cette fois-ci, on va pouvoir refaire de la modification en peignant directement. Donc, c'est toujours le même principe. On sélectionne une couleur. Ici, dans le fait de sélectionner la couleur de premier plan, d'arrière-plan. Et donc, on va pouvoir peindre en fonction de cette couleur-là. Alors là, je suis allé comme un bourrin avec... ça va forcément être moche. Dites-vous qu'en fait, vous pouvez vous retrouver avec la possibilité de jurer sur la fusion, comment est compris le coup de pinceau, la taille, si c'est quelque chose qui est en dureté importante ou pas. Donc la fusion, l'opacité par rapport à notre coup de pinceau. Si vous mettez une opacité très faible, vous allez voir que forcément ça va teinter notre image par rapport à la couleur qu'on a choisie, mais ça, comme on est en opacité très faible, on voit encore ce qui se fait dessous. Et ensuite, vous avez pareil par rapport au flux. Si je remets l'opacité à 100 et que je diminue le flux, ce qui se passe ici, c'est que chaque coup de pinceau va monter chaque fois
l'opacité par rapport à ça, c'est là la différence entre l'opacité et le flux. L'opacité, c'est que si je reste en opacité, si je perds en opacité par exemple à 28%, je repasse dessus, je reste sur cette opacité-là, ça ne change pas. Par contre, le flux, à partir du moment où je mets le flux à, mettons, 27% et l'opacité, j'augmente, si je passe une première fois, j'ai une certaine densité, si je repasse, c'est une densité plus forte, jusqu'à obtenir le 100% au niveau de la couleur. Voilà, ça c'est la différence entre les deux. Et vous voyez ici que on voit que tout l'avantage de cette interface comme ça, ici sélection d'un outil, ici sélection des options de l'outil, avec cette notion d'opacité et de flux, vous allez retrouver assez souvent. Et bon, il y a encore d'autres, bien entendu, beaucoup d'autres options qu'il faudra tester, parce que c'est ici qu'il faut bien se dire que Photoshop, comme c'est une boîte à outils, il va falloir les tester, il va falloir les utiliser, et il va falloir faire processus essai-erreur pour s'apercevoir que c'est pas comme ça qu'on procède, c'est différemment. Vous pouvez très bien vous appuyer sur des tutos. Le problème des tutos qu'on trouve en ligne, même s'ils sont la plupart du temps très bons, c'est qu'ils vous apprennent à faire quelque chose précisément, et c'est pas forcément de ce que vous avez besoin vous, mais bon, il faut savoir récupérer dans le tuto uniquement ce qui est intéressant, c'est-à-dire quel est l'outil utilisé, comment on l'utilise, dans quel but, et ce qui nous permet de faire. Si vous regardez par exemple un tuto pour savoir faire dans le traitement photo ce qu'on appelle le dodge and burn, et donc le fait d'assombrir ou d'éclaircir certaines zones, ce qui est intéressant c'est l'outil qu'on va utiliser pour ça, la méthode qu'on utilise, et savoir le reproduire après avec n'importe quelle image, et pas s'appesantir sur l'image utilisée pendant le tuto, pour refaire exactement les mêmes gestes, mais comprendre la logique qui est derrière. Donc ici avec le tampon, on va pouvoir récupérer une zone et la dupliquer. Donc vous avez pareil donc la notion de taille par rapport à la taille du tampon. Si vous mettez trop petit, vous allez prendre des coups de tampon très très petits. Vous avez l'opacité, le flux, etc. Donc ça c'est toujours les mêmes notions. Et comment on l'utilise? En fait on va l'utiliser avec... on choisit une zone qu'on veut tamponner ailleurs. Et donc par exemple si ici je prends la flèche, je vais faire Alt, la touche Alt ou la touche Option. Je vais dire que ici c'est ma cible, et donc en fait quand je vais me déplacer ailleurs, il va me reproduire en fait la même chose qu'il y a sous la zone tamponnée. Donc du coup ici la flèche. Donc si je veux reproduire exactement la même flèche ici de l'église réformée, je vais me retrouver avec la flèche qui est sur une autre partie. Bien entendu ici ça veut rien dire, mais encore une fois retenez surtout que le principe c'est de savoir utiliser l'outil et savoir ce qu'il fait pour pouvoir reproduire avec n'importe quelle photo, n'importe quel document, pour pouvoir savoir faire ce que vous voulez faire après. Après vous avez l'outil pinceau d'historique. Donc comme c'est indiqué, ça restaure l'état intérieur des parties d'une image. Ensuite vous avez l'outil gomme. Celui-là je ne sais pas bien pour la peine de vous dire à quoi il sert. Et ça va vous permettre de gommer une partie de l'image, tout simplement. Ensuite vous avez la possibilité d'avoir un outil dégradé pour faire des dégradés. L'outil goutte d'eau permet de, comme c'est indiqué, de flouter une partie de l'image. Si vous dites que ici je veux flouter ce bâtiment là, vous pouvez. Et vous avez la possibilité d'avoir aussi les... Donc là on voit qu'on est dans une autre forme de catégorie d'outils qui va toucher à l'image même, par rapport à, qui va dégrader ou améliorer par rapport à notre image sur le côté, comme on est en bitmap, on modifie les pixels directement. Donc l'outil netteté, c'est pour améliorer la netteté de l'image. L'outil densité, ça permet d'éclaircir les zones d'une image ou d'assombrir. On en a parlé tout à l'heure par rapport notamment au dodge and burn, même si c'est pas trop cet outil-là qu'on utilisera de façon évidente. L'outil texte, pas grand chose à dire, c'est pour écrire du texte.
Après, vous avez la plume, donc là, c'est pour vraiment plutôt au niveau des tracés, des formes. Donc, si on revient sur la notion de tout à l'heure, où je disais que Photoshop fait essentiellement du bitmap, certes, mais il sait aussi faire un peu du vectoriel, parce que donc ça, c'est la fameuse plume qu'on va retrouver dans la plupart des outils vectoriels, et donc ça vous permet de créer soit des formes un peu particulières, et avec les mêmes notions, c'est-à-dire que vous avez ici les courbes de Bézier pour pouvoir modifier et faire des courbes plutôt que des lignes droites. Ensuite, bon, vous avez donc l'outil sélection de tracé. Ce qu'on a vu tout à l'heure, on a fait un tracé, donc on peut le sélectionner, le modifier, etc. Ensuite, vous avez la main qui permet de déplacer les parties qu'on veut modifier quand on diminue par rapport à la taille, on augmente la taille, etc. Donc on va avoir la possibilité de déplacer notre document pour pouvoir travailler dessus. Vous pouvez retrouver la même chose quand vous êtes sur n'importe quel outil. Mettons ici, je suis sur l'outil plume, j'appuie sur la barre d'espace, je vais me retrouver avec la main qui va me permettre de déplacer sans quitter l'outil plume et donc pouvoir faire des modifications à certaines zones qui ne seraient pas disponibles, pas apparentes. Ici, l'outil de sélection de tracé, la main, le zoom, donc pour augmenter ou diminuer. Comme souvent, comme dans la plupart des outils, ici vous avez par défaut le plus pour pouvoir zoomer dans l'image. Et en fait, vous avez la touche Alt Option qui vous permet d'avoir l'inverse et donc de dézoomer. Si vous voulez revenir au format ajusté, vous avez la touche commande 0 ou contrôle 0 qui vous permet de remettre au format ajusté, ici par exemple à 76% pour avoir l'intégralité de l'image à mon écran. Ensuite, vous avez encore d'autres outils image. Ce qui est important, c'est le fait d'avoir le sélecteur de couleurs ici. Vous pouvez passer de couleurs de premier plan, couleurs d'arrière-plan, les intervertis. Vous avez pas mal de raccourcis qui sont intéressants, qu'il faut connaître pour pouvoir faire plus rapidement les choses. Plutôt qu'ici d'avoir à chaque fois aller sur cet outil là pour pouvoir inverser les couleurs arrière-plan, etc. Vous pouvez faire X, ça vous inverse les couleurs d'arrière-plan de second plan. Donc c'est toujours intéressant de connaître un peu les raccourcis clavier. Il y en a énormément sur Photoshop. Vous allez prendre du temps à les apprendre. Moi-même, je reconnais que j'utilise assez peu les raccourcis. Je devrais les utiliser un peu plus parce qu'ils me permettent d'améliorer rapidement l'usage. Après, si c'est pour le mode de masque, c'est un peu plus compliqué à appréhender quand on ne connaît pas encore l'outil, mais bon, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Et donc, on voit que Photoshop, c'est une boîte à outils, donc chaque outil va vous permettre de faire des modifications. Ici, c'est assez moche parce que bon, il y a un peu de tout. Je vais aller dans le mode fenêtre, dans le menu fenêtre, pour parler justement de plusieurs choses intéressantes. Déjà, quand vous arrivez au tout début, vous allez vous retrouver dans cet aspect-là. Et si jamais vous le modifiez à un moment ou à un autre, vous allez dans l'espace de travail et vous faites réinitialiser donc l'espace de travail. Par défaut, ça s'appelle les indispensables. Vous faites réinitialiser les indispensables, il vous remet au même format, même interface qu'il y avait par défaut. Si vous avez fait des modifications et vous savez plus trop bien. Donc l'espace de travail, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir faire en fonction de votre usage. Si vous êtes en mode photographie, il va vous organiser un peu différemment. Par exemple ici, il vous met l'histogramme et la navigation. Si vous êtes en espace de travail pour la 3D, il vous met encore d'autres fenêtres par défaut. Et donc, si je reviens dans les indispensables, après, si vous voulez réorganiser, vous voyez que vous pouvez pas mal faire de modifications. Et vous avez dans fenêtre, le menu fenêtre, donc la liste de toutes les fenêtres disponibles. Et admettons qu'ici, je trouve que historique, il me manque.
parce que j'aime bien pouvoir faire des modifications. Donc là, que par défaut, il vous le met comme ça, et vous pouvez l'ancrer, c'est-à-dire décider que il va être par exemple sur la fenêtre ici avec les couleurs. Et quand vous le relâchez, il vous l'ajoute à la liste. Et donc vous retrouvez donc avec ici couleur, mais en plus historique en plus, qui vous permettra de revenir sur n'importe quel élément de l'historique en fonction du nombre que vous avez mis dans les options. Donc par exemple, si je dis que déplacer le tracé, tout ça, je veux plus. Si je veux aller revenir comme c'était ici, je vais par exemple revenir au niveau à la goutte d'eau, et même lever tous les coups de pinceau. Vous vous retrouvez avec quasiment le document d'origine. Ça c'est pour les fenêtres, donc c'est vrai que c'est très important parce que ça vous permet, si vous vous rappelez plus exactement où est votre menu, votre fenêtre qui vous sert assez souvent et vous la voyez pas affichée, vous pouvez la sélectionner ici, il va vous la proposer si elle n'est pas affichée, ou la remettre en disponible. Ensuite, les menus, vous en avez beaucoup. Fichier, vous vous doutez bien que c'est pour tout ce qui va concerner l'ouverture du fichier, l'enregistrement, etc., l'exportation. Ensuite, vous avez de quoi faire les éditions assez classiques, copier-coller, etc., mais vous en avez beaucoup d'autres. Le fait de remplir toute une zone, de faire un contour. Je vous laisserai tester les différents menus, mais de toute façon, on fera d'autres vidéos sur Photoshop. Ensuite, la notion même d'image, c'est-à-dire dans quel mode on est, si on est en mode RVB, en niveau de grille, CMJN, etc. Les différents réglages, niveau de luminosité, de niveau d'exposition, etc. Donc on a vu qu'il y avait aussi un menu ici tout en bas pour pouvoir les rajouter. Et vous avez également aussi le menu pour les réglages ici. Donc vous voyez que vous avez, comme souvent dans Photoshop, plusieurs endroits possibles pour faire la même action. Et vous avez également même les raccourcis. Ensuite, vous avez donc les informations par rapport à la taille de l'image. Pour pouvoir faire la modification également, si vous voulez. Vous avez aussi la possibilité d'avoir par rapport à les menus images, de la taille de la zone de travail, c'est-à-dire qu'ici par exemple ma zone de travail c'est égal à la taille de mon image, mais je peux très bien décider que je voudrais rajouter une partie du ciel au-dessus, avec la flèche comme ça vers le haut, je vais lui dire qu'il faut rajouter de l'espace, il va me créer l'espace supplémentaire qui va nous permettre de faire la modification de l'image. Et pareil, donc on a le fait de rogner, de faire apparaître, de dupliquer l'image, d'aplatir l'image à partir du moment où on a terminé, ça c'est dans les calques. Les calques, vous avez vu que c'est l'autre notion très importante de Photoshop, c'est-à-dire qu'ici jusqu'à présent tout ce que j'ai fait comme modification, comme action, je l'ai fait directement sur mon image, et c'est pas ça qui est indiqué de faire dans Photoshop. Photoshop est dit non destructif parce que justement on va pouvoir créer un calque supplémentaire ici avec le petit plus, et donc on n'est plus sur notre image ici. Vous voyez que si je ne dis que de ne plus afficher le premier calque, pour l'instant on est sur un calque qui est complètement vide, complètement transparent. Et donc si sur le calque ici, je décide de faire une action, mettons par exemple de peindre, il va me peindre. Effectivement, il va faire exactement la même chose que si j'avais peint sur l'image tout à l'heure, sauf que c'est sur ce calque-là que j'agis. Et donc si je le désaffiche, j'ai toujours mon image derrière, j'ai vraiment pas détruit mon image. C'est ça qui fait que c'est non destructif. Et puis je peux très bien surtout à tout moment dire ça j'en suis pas très content, donc je le supprime. Je refais un calque où, bien entendu, je vais dans l'historique pour effacer l'action que je viens de faire, le coup de pinceau. Et donc, comme ça, à chaque fois, vous allez pouvoir agir, faire des modifications avec des couches successives. Donc, le calque, c'est jamais comme le papier calque qu'on utilisait avant pour pouvoir faire des différentes animations.
c'est des couches successives qui s'empilent, sachant que le calque du dessus, c'est ça qui va être le plus apparent, et à moins qu'il y ait une notion d'opacité, qu'il y ait une transparence, ben, soit ça vous cache ce qu'il y a en dessous, soit ça apparaît par transparence. Et donc vous allez pouvoir faire les différentes modifications dans les différents calques. Donc c'est l'autre notion très importante du logiciel non destructif par gestion de calque, gestion de couches. Et donc après, à ce moment-là, ben, vous allez pouvoir dire, ben, ici par exemple, j'ai créé mon calque 1, et si je prends, mettons, je vais faire quelque chose de très moche, je vais prendre le niveau, et je vais dire que je vais enlever la partie ici, je vais dire que le blanc de référence ici, ben, il va se rapprocher un peu plus. Donc ça veut dire que tout ce qui n'était pas encore blanc, pur, ben, je décide que maintenant c'est dans mes tons moyens ici, ben, forcément ça va super éclaircir. Et vous faites l'inverse, si vous dites que le noir pur, ben, il se retrouve plus tout à gauche de l'histogramme, mais vers les tons moyens, vous allez forcément assombrir totalement l'image. Vous avez, vous voyez, ça conserve quand même ici par rapport au ton clair parce qu'on n'a pas touché, mais si je fais dans l'autre sens aussi, vous allez avoir une image qui est hyper contrastée, mais forcément très désagréable à voir. Et comme c'est non destructif, ben, vous pouvez soit supprimer votre calque de niveau ici, soit décider que ben, vous allez le modifier les réglages à tout moment et revenir dessus. Soit de le plus rendre visible et donc supprimer l'effet. Par rapport à ces histoires de calque, ben, si vous avez aussi une autre notion, c'est-à-dire qu'ici votre effet va s'appliquer sur tous les calques qui sont en dessous. Mettons ici que je fasse un coup de pinceau, donc on va mettre en flux 100%. Donc mettons qu'ici je fasse quelque chose comme ça. Donc ici j'ai mon carré. Et ici j'ai mon niveau, et ben, mon niveau il va agir par rapport à l'ensemble de mon image, donc on voit ici ça éclaircit tout. Par contre si je dis que ce calque là c'est ce qu'on appelle un calque d'écrêtage, donc vous avez plusieurs possibilités pour faire ça. Une des possibilités c'est d'appuyer sur la touche Option Alt et donc de vous déplacer, de vous mettre entre les deux. Vous voyez que la flèche, le curseur différent, maintenant c'est plus la même, mais c'est une flèche qui va vers le bas. Et quand vous cliquez, ben, il va dire ben, j'applique mon calque de niveau uniquement au calque qui est en dessous, le calque 1, donc celui où on a dessiné le carré de peinture, et plus sur l'ensemble des calques. Et donc mon image redevient normale. Il n'y a que la partie qu'on a la peint en mauve ici qui est touchée, et donc ça veut dire que si je reviens sur mon calque de réglage et que ben, je dis ben, que je veux faire les noirs un peu plus sombres, ben, vous vous retrouvez avec ça va modifier la luminosité de ce qu'on a peint et ça va pas toucher au reste de l'image en dessous. Donc vous voyez, c'est vraiment ça qui est performant chez Photoshop. C'est pas le seul outil qui fonctionne comme ça, il a été maintes fois copié depuis, il y a d'autres logiciels qui sont sortis sur le même principe, mais c'est cette notion de non-destructif qui est importante, et pour moi c'est ça qui est important à comprendre et qui normalement devrait vous faire dire que finalement Photoshop c'est pas si compliqué que ça, faut pas en avoir peur, c'est que c'est une boîte à outils, donc il faut connaître les différents outils, quelles actions ils ont sur notre image. Il faut connaître les différentes options qu'on peut utiliser en fonction de l'outil qu'on utilise. Ici, par exemple, je suis sur le pinceau, donc on a vu qu'il y avait l'opacité, le flux, il y en a beaucoup d'autres encore. Et puis, bon, vous allez voir, ça c'est plutôt par de l'entraînement, par de l'action de l'usage. Vous pouvez également vous nourrir des différents tutos, comme je disais tout à l'heure, mais en prenant bien en tête que c'est pas l'action que vous voyez faire ici sur le tuto vidéo, mais la compréhension de l'outil qui est plutôt qui est importante. Et puis après, ben derrière, une fois que vous commencez petit à petit à maîtriser les différents outils et que vous avez compris cette notion de calque et donc d'empilement de couches et que c'est non destructif, que vous allez pouvoir faire toutes les modifications nécessaires. Quand on prend une image et qu'on rajoute une autre image par-dessus, on va la fusionner avec les différents modes de fusion et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir faire du compositing et arriver à faire les images qu'on peut voir avec Photoshop qui sont assez bien travaillées. Et c'est là-dessus que vous allez vous améliorer, vous affiner
Et c'est là-dessus qu'il y a un niveau expertise par rapport à un total débutant. De toute façon, Photoshop, comme je disais, il n'y a pas grand-chose de destructif. Donc, vous pouvez vous amuser, vous dire, voilà, bon, finalement, ça me plaît pas comme ça. Je peux le désactiver comme ça, ou je peux le mettre à la corbeille et le supprimer, ou je peux très bien faire un clic droit et sélectionner également, supprimer le calque. Donc, vous voyez que si vous faites le clic droit, sur la plupart des menus, vous allez avoir encore d'autres sous-menus, et il y a pas mal d'options possibles. Donc c'est vrai que c'est là-dessus qui fait peur, mais cet apprentissage, vous avez la totale liberté de le faire à votre rythme. Et puis surtout, Photoshop, c'est un logiciel qui est tellement puissant, qui s'est tellement développé au fur et à mesure des années, que l'usage en termes de menu, il va surtout dépendre de ce que vous voulez faire, de votre action première. Si vous voulez faire du travail de la photo uniquement par rapport à la retouche, pour supprimer un défaut, pour pouvoir faire la luminosité que vous voulez, l'exposition que vous voulez, ou alors par rapport à du compositing qui est encore notre travail, ou alors certains utilisent Photoshop pour faire de la création d'interfaces, pour faire des sites web. Et donc cette fonctionnalité, cet usage va faire que vous allez plutôt aller vers tel ou tel outil plutôt qu'un autre. Pour terminer ce tour rapide au niveau de Photoshop, n'oubliez pas aussi que vous avez ici pas mal d'autres menus, et que ces menus-là, ils vont avoir chaque fois l'action qui va correspondre, on se doute. Ici, par rapport au texte, ça concerne tout ce qui est texte. L'outil sélection, c'est très important, et ça nous permet de nos jours de faire des sélections très rapides. Parce que si on a vu qu'on pouvait faire une sélection par rapport à un cercle, par rapport à un rectangle, par rapport à l'assaut, même des sélections qui sont très rapides par rapport à la baguette magique, etc. Faut voir que de nos jours, on peut faire carrément des sélections par rapport à des sujets. C'est-à-dire que si vous prenez une photo d'une personne, le fait que la personne le soit nette et que derrière il y a un arrière-plan, en un coup de sélection de sujet, vous allez avoir la possibilité de sélectionner que la zone qui vous intéresse, et donc en l'occurrence la personne. Et donc vous allez faire une sélection qui avant prenait énormément de temps, ce qu'on appelle le détourage, qui pouvait prendre énormément de temps, va se faire en un clic de souris. On voyait qu'on a même ici maintenant la sélection du ciel, c'est-à-dire qu'on peut dire à Photoshop, sélectionne-moi le ciel. C'est à lui après d'essayer de se repérer pour pouvoir sélectionner le ciel. Si par exemple ici je resélectionne donc mon calque premier et que je lui dis sélectionne le ciel, si c'est suffisamment clair pour lui, il va sélectionner que le ciel et pas le reste. Donc vous voyez, c'est bien le cas ici. C'était évident. D'abord, il y a une différence de luminosité assez importante entre le ciel et la colline en dessus. Et puis vraiment, les couleurs ne sont pas identiques. Donc il n'a aucun mal à sélectionner que la partie du ciel. Vous avez vu qu'en un seul clic de souris, j'ai pu faire la modification. Il y a même maintenant des outils intégrés dans Photoshop pour faire la modification de ciel, c'est-à-dire qu'il va vous proposer carrément de mettre un autre ciel à la place, soit issu d'une photo que vous possédez, soit avec des exemples. Et donc vous voyez que c'est assez puissant, et à partir de là, une fois que vous avez fait votre sélection, vous allez agir sur la sélection uniquement, et c'est ça qui est intéressant de nos jours. C'est-à-dire que si vous mettez par rapport à cette sélection, vous faites un calque de réglage dessus, vous allez agir que sur ce calque de réglage-là, que sur ce niveau-là. Et comme on a dit tout à l'heure, par rapport à ça, vous allez modifier que la partie sélectionnée. Vous avez pas mal de filtres qui peuvent être utilisés pour pouvoir faire plein de choses, du flou gaussien, de l'esthétisme, de la distorsion, rajouter du bruit, renforcer la netteté, l'accentuation, faire des modifications de rendu, du désentrelacement vidéo. Donc vous avez pas mal de choses, il faudra les tester. Ensuite, vous avez l'affichage pour pouvoir dire si je veux un affichage en ce qu'on appelle le format d'épreuve par rapport à l'impression, pour voir à quoi ça va ressembler si vous faites l'impression avec tel ou tel type d'imprimante. Vous avez d'autres modules externes que vous pouvez utiliser, d'autres plugins que vous pouvez rajouter.
Le menu fenêtre, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est pour la possibilité d'afficher ou pas les différentes fenêtres pour pouvoir vous aider. Si par exemple vous faites du montage vidéo, ben, vous pouvez très bien rajouter la fenêtre au montage. Et vous avez ici la possibilité d'avoir une timeline comme on peut avoir dans les outils comme Premiere ou autres pour faire la modification de la vidéo. Ensuite, vous avez donc la possibilité d'avoir de l'aide à tout moment et pouvoir comprendre un peu mieux le logiciel. Vous voyez, pour moi, je pense qu'il n'y a pas à avoir peur de Photoshop. Il est complexe, il est assez intéressant à utiliser, mais vous voyez que c'est vraiment qu'une boîte à outils. Donc, à partir du moment où vous comprenez un outil, à quoi il sert, et vous allez pouvoir faire toutes les modifications assez rapidement sans avoir peur de son usage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo rapide pour les tout débuts de son Photoshop et pour s'apercevoir que pour moi, Photoshop, il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste se dire qu'il faut apprendre petit à petit les différents outils pour son propre usage et comme ça à s'améliorer, devenir de plus en plus expert dans le logiciel. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt sur Juste Mise au Point.